Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre journal d'information quotidien sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Voici les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 24 juillet. Présidentielle au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est réélu dès le premier tour avec plus de 69% des voix pour un troisième mandat très controversé. 6 000 suppressions d'emplois, c'est l'annonce faite par le géant sud-africain du platine, Lonmin, en raison de la hausse du cours du minerai. Et enfin, l'auteur de la fusillade dans un cinéma de Lafayette aux États-Unis qui s'est suicidé après la tuerie vient d'être identifié. Il s'agissait d'un sans domicile fixe. Ouvrons notre journal de ce vendredi 24 juillet au Burundi. L'élection présidentielle de mardi a livré ses résultats officiels. Sans surprise, le président Pierre Nkurunziza est réélu à la tête du pays avec 69,41% et ce dès le premier tour. Le chef de l'État reconduit l'emporte dans 16 des 18 provinces du pays, parmi elles Bujumbura, qui lui était pourtant habituellement opposé, mais où de nombreux militaires et policiers déployés le jour du vote ont pu voter. La large victoire de M. Nkurunziza à ce troisième mandat très controversé a probablement été amplifiée par l'appel au boycott de l'opposition, qui considère sa candidature anticonstitutionnelle. Si les journalistes et observateurs parlent d'une affluence moyenne vers les bureaux de vote, eh bien, la Commission électorale nationale indépendante déclare, elle, un taux de participation de 73,44%. La candidature de Pierre Nkurunziza, jugée anticonstitutionnelle par les opposants, a plongé le Burundi dans une violente crise qui a déjà fait plus de 80 morts et plus de 160 000 fugitifs depuis fin avril. Alors que le principal opposant Agathon Rwasa, arrivé second avec 18,99% des suffrages exprimés, déclare ne pas reconnaître la légitimité du scrutin de mardi, eh bien d'autres élections ont lieu ce vendredi dans le pays, les sénatoriales. Les élus communaux du Burundi étaient en effet appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs représentants du Sénat. Bangui, la capitale de la République centrafricaine, a accueilli ce vendredi la visite du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Celui qui est parfois surnommé le ministre de l'Afrique démarre une grande tournée africaine où il visitera ses troupes et discutera avec les dirigeants de ces pays de thématiques comme la transition politique, les attaques djihadistes ou encore le matériel militaire. En Centrafrique, avec la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, M. Le Drian a notamment fait le point sur le désengagement progressif du contingent français de l'opération Sangaris, passé de 1700 à 800 hommes environ, avant de poursuivre au Congo voisin cette discussion avec le médiateur de la crise centrafricaine, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Voici quelques précisions autour de la venue de M. Le Drian en Centrafrique. C'est la 8e fois que le ministre de la Défense visite notre pays. Et cette fois-ci, il est venu, d'une part, remonter la morale à ses troupes, informer nos plus hautes autorités, parce que vous savez que Madame la Présidente de la République est chef suprême des armées, donc informer notre autorité de la nouvelle orientation que la France a décidé de prendre par rapport à leur présence militaire ici dans notre pays. Il a aussi surtout félicité Madame la Présidente de la République pour tous les efforts qu'elle n'arrête de consentir, d'une part pour ramener la sécurité dans notre pays et surtout la courageuse décision politique d'organiser le plus rapidement possible les élections pour mettre terme à cette transition parce que notre pays doit aller de l'avant vers les actions de développement. Au Cameroun voisin, l'attentat de mercredi à Maroua laisse toujours la population et les autorités sous le choc. Le ministre de la Défense s'est rendu hier jeudi sur les lieux du double attentat suicide qui a fait, nouveau bilan officiel, 13 tués plus les 2 femmes kamikazes, soit 15 morts au total. Écoutons ses propos. Maintenant que Boko Haram a changé son mode opératoire, on est passé des attaques presque conventionnelles en unités constituées aux attentats terroristes. Les populations, plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent, doivent apporter leur contribution, qui se sont fait exploser. C'est des filles de moins de 15 ans. Ça pose le problème de la responsabilité des parents par rapport à l'encadrement et à l'éducation de leurs enfants.
Restons dans le pays pour parler d'une initiative positive à présent. Mercredi, le câble sous-marin WAX a officiellement été mis en service dans la ville de Limbe, au sud-ouest du pays. Un apport synonyme d'une révolution des technologies de l'information et de la communication au Cameroun. L'événement s'est déroulé en présence du ministre des Postes et Télécommunications ainsi que de nombreuses autorités administratives, religieuses et traditionnelles. De notre direction Afrique centrale, les détails d'Yvette Simou et Eric Djanga. Construit pour fournir l'accès large bande aux universités sud-africaines et rendre la fibre optique accessible à d'autres pays africains, le West Africa Cable System, encore appelé WAX, est un câble sous-marin qui relie l'Europe et l'Afrique à travers l'océan Atlantique. Il permettra entre autres de faciliter la communication aux citoyens. Avec la mise en service du WAX, la communication va être beaucoup plus fluide. Et le plus important encore, c'est que les prix vont continuer à baisser. Les choses sont en train de changer radicalement au niveau des prix pratiqués. Le choix de la ville de Limbe, deuxième point d'atterrissement déployé sur les côtes camerounaises après le câble sous-marin South Atlantic Tree, vise à renforcer la position du Cameroun comme leader dans la sous-région en matière de TIC avec le Tchad et la RCA comme clients. Les populations locales voient en cette station un honneur et une aubaine pour le développement de leur localité. On pourra avoir de nombreux avantages déjà pour des structures qui pourront bénéficier de ce projet WAX et aussi à l'échelle internationale. L'exploitation officielle de ce câble n'intervient que 6 ans après sa construction en 2009 par MTN. Sa rétrocession à l'opérateur de téléphonie Camtel au nom de l'État du Cameroun, marquant ainsi l'entrée du pays dans le consortium WAX, a nécessité un déblocage de plus de 15 milliards. Pour le ministre des Postes et Télécommunications, le principal défi qui attend désormais Camtel est celui du respect du principe qui garantit un accès équitable à tous les opérateurs, mais aussi de la large bande qui doit être abordable à l'échelle du Cameroun et de la sous-région. Nous vous l'annoncions en titre, le secteur minier sud-africain est toujours en crise. Dans le pays qui détient 80% des réserves mondiales de platine, les cours du minerai ont chuté d'un tiers ces 4 dernières années. Une situation qui a décidé le géant mondial du platine Lonmin à annoncer ce vendredi la suppression de 6 000 emplois sur 28 000. Le groupe britannique déclare en effet une chute des cours du platine de 14,4% rien que depuis le mois de mai, ainsi qu'une hausse générale des coûts de production. Dans les faits, Lonmin envisage de fermer les puits de Hossy et de Newman. Précisons que c'est sur le site de Lonmin à Marikana qu'avait eu lieu en 2012 la tristement célèbre tuerie de 34 mineurs en grève abattus par la police sud-africaine. Le groupe affecté par une autre grève majeure en 2014 a perdu 90 millions de dollars nets rien qu'au premier semestre de son exercice 2015. La suppression de tous ces emplois aura indéniablement des conséquences sociales dans le pays. Quelques explications d'un économiste sud-africain. La tragédie, bien sûr, c'est que nous perdons 6 000 employés, directement ou indirectement chez les sous-traitants. Mais souvenez-vous qu'en Afrique du Sud, 5-6 personnes en moyenne dépendent de chaque travailleur, parfois plus, à cause notamment de la prévalence du sida. Certains employés s'occupent aussi de leurs cousins, neveux. Les conséquences sociales sont considérables, mais inévitables, j'en ai peur. Il est probable qu'il y aura des manifestations violentes, c'est inévitable. Cela semble aller de pair avec la saison des négociations. Y aura-t-il des grèves ? Ça reste à voir. Les grèves ne font pas seulement du mal aux mines, mais aussi aux mineurs eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas de structure de soutien solide, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays développés. Donc peut-être que nous éviterons les grèves, mais cela reste un risque élevé. Il va y avoir des restructurations dans toute l'industrie. Après tout, regardez Angloplat. Ils essaient de vendre certains de leurs puits, mais ils ne trouvent pas d'acheteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent à perte. Certains ont des coûts de production à 1 500 $ par once, mais le prix de vente est à moins de 1 000 $ l'once. Qui voudrait racheter de tels puits ? Donc il va y avoir d'autres fermetures, je pense. Si on revient 30 ans, 40 ans en arrière, 50% du PIB venait des mines. On est à moins de 10% maintenant. C'est important, mais il ne faut pas oublier que ces 10% représentent encore aujourd'hui 50% des exports sud-africains. Donc c'est une grande menace pour l'économie entière. Pour parvenir à équilibrer les déficits jumeaux et rester solvables, nous le sommes de moins en moins.
Les travailleurs soudés également au Bénin, où les francophones de la région ouest africaine souhaitent unir leurs voix pour monter un puissant syndicat. Leur objectif, barrer la route aux entreprises françaises qui viennent gérer les mines, les minerais et autres ressources portuaires au sein de l'espace de la CEDEAO. Les travaux préparatoires qui doivent conduire à la naissance de cette union syndicale ont démarré ce vendredi à Cotonou au Bénin. Romuald Vissot pour les détails. Nous sommes à Niamey, la capitale nigérienne. Ici, l'uranium est géré par le groupe français Areva. À Cotonou au port, ces portiques de dernière génération sont installés par le groupe Bolloré. Et dans chaque pays francophone de l'espace CEDEAO, les entreprises étrangères sont toujours présentes dans le système de gestion de nos États. Les syndicalistes ouest-africains s'engagent à lutter contre ce fait, d'où ce sévère réquisitoire contre les multinationales de l'Occident. Quelle que soit la forme sous laquelle pourrait se cacher l'ensemble des acteurs qui vivent sur le dos des peuples, qui vivent à travers la manipulation des peuples, qui maintiennent les peuples dans les misères, il appartient à l'organisation syndicale de se rendre sérieuse et de déterminer le mode de comportement de tous ces, de tous ces usurpateurs, les dénoncer et amener les peuples à les combattre. Qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient japonais, la lutte doit être la même. Les syndicalistes ivoiriens, nigériens, sénégalais, guinéens, burkinabés et béninois dénoncent les ingérences du FMI, le Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans la gouvernance des pays africains. Pour eux, les diverses agressions économiques dont sont victimes les États ouest-africains ont pour principal instigateur les institutions de Bretton Woods. Les agresseurs extérieurs, le FMI et la Banque mondiale s'appuient sur les dirigeants intérieurs pour accomplir leur forfait. Tous ces pouvoirs, 55 ans après les indépendances, se livrent à la mauvaise gouvernance, à la mauvaise gestion, hypothéquant l'avenir de nos pays et de l'Afrique. Les travailleurs francophones ouest-africains regroupés pour leur conférence syndicale internationale de Cotonou apportent leur soutien indéfectible à leurs homologues de la Grèce. Ils leur demandent de tenir bon car le bout du tunnel n'est plus loin. Il faut saluer en ce moment la combativité des travailleurs grecs, espagnols, irlandais contre les dictats de la Troïka européenne, BCE, FMI, Allemagne. À l'issue de cette réunion, le terrain sera balisé afin de porter prochainement sur les fonds baptismaux l'Union des centrales et confédérations syndicales francophones de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, cela ne vous a pas échappé, c'est ce soir que le président américain Barack Obama arrive au Kenya, la patrie de ses ancêtres. Le chef d'État, dont la visite est placée sous très haute sécurité dans ce pays durement touché par les tueries des islamistes Shebab, doit participer à un sommet international sur l'entrepreneuriat avant de se rendre au siège éthiopien de l'Union africaine. Reportage. Welcome président Obama. À la veille de la visite du président américain au Kenya, la patrie de ses ancêtres, le pays est obnubilé par le retour de l'enfant prodigue. Il est d'ici, c'est l'un des nôtres et nous sommes prêts à l'accueillir avec une surprise digne d'un héros. En tant que Kenyans, nous sommes très impatients. Obama est très important pour nous, nous sommes heureux. Une Obamania qui a envahi Nairobi, la capitale du Kenya, à l'image de ce bus aux couleurs des États-Unis. Dans cette brasserie branchée, le patron a même lancé une bière et un cocktail en l'honneur du président américain. Et même si les clients l'apprécient, il aimerait voir l'homme le plus puissant de la planète goûter sa bière. J'ai un réservoir de 10 litres qui l'attend, au cas où on m'appellerait pour que je lui livre. Ce serait un grand honneur. Le retour au pays de Barack Obama a longtemps été empêché par l'inculpation du président kényan par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Mais les poursuites ont depuis été abandonnées. Les deux présidents discuteront commerce et sécurité. Le Kenya est le leader de la communauté d'Afrique de l'Est, l'une des régions les plus dynamiques du continent. C'est un allié crucial des États-Unis pour la stabilité régionale et pour contrer le terrorisme. Ce pays a un poids important sur ses frontières avec malheureusement des attaques d'Al-Shabaab et autres groupes extrémistes. Mais c'est aussi un pays qui accueille des centaines de milliers de réfugiés depuis plus de 20 ans. C'est pour toutes ces raisons que sa visite est importante. Barack Obama participera à un sommet mondial de l'entrepreneuriat devant des milliers d'entrepreneurs. Après le Kenya, il se rendra dimanche en Éthiopie pour notamment évoquer devant les dirigeants de l'Union africaine les problèmes liés au déficit de démocratie sur le continent.
Et sachez par ailleurs que Vox Africa est toujours mobilisé pour cette première visite de Barack Obama au Kenya depuis son accession à la présidence américaine. Victoire Yeum sera notre envoyée spéciale pour cet événement à Nairobi. La mise en avant de la beauté afro-caribéenne est au centre d'une exposition à Londres. À travers des peintures et des photos, les artistes, avec le soutien du collectif Nubian Nights Out, veulent diffuser la véritable image de la femme afro-caribéenne. Armel de Oliveira et René Bissong leur ont demandé leur motivation. L'exposition Who Taught You a eu lieu jeudi soir à Londres. Elle a pour but de mettre en avant la femme afro-caribéenne. Cette soirée strass et paillettes avait pour fond un message activiste. Cheryl Douglas et Kimberly Williams ont organisé l'événement à travers leur collectif Nubian Nights Out. Elles pensent toutes les deux que les femmes afro-caribéennes ont besoin de plus de représentation. C'est un événement pour mettre en relation les gens. Nous glorifions la beauté noire, qui ne semble pas l'être fait correctement partout. Je pense que ça devrait être plus parce que maintenant on se retrouve avec des gens qui prennent nos traits et c'est glorifié en public. Mais on ne nous reconnaît pas pour ça. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. Aussi, beaucoup de filles noires manquent de confiance en elles à cause de leurs traits. Nous voulons glorifier les gens de différentes tranches d'âge, de teint, de peau différents, et dire que nous sommes beaux aussi. Ce n'est pas parce que nous n'apparaissons pas dans les publicités ou que la femme noire normale n'apparaît pas dans les publicités que ça nous rend moins beaux que les gens qui y paraissent. Si on prend les médias britanniques courants, les femmes noires sont quasiment éteintes. Et quand on nous montre, c'est toujours ce vieux stéréotype qui nous rapproche du sexe. On est simplement dévalués, diabolisés. Nous n'avons pas de voix. Donc nous avons créé cette plateforme pour donner aux femmes noires leur propre histoire, pour qu'elles se voient. Parce qu'il y a plein de jeunes filles qui ont des problèmes psychologiques à cause de tous ces messages des médias, parce qu'elles ne se voient pas, parce qu'elles n'ont pas d'estime d'elles. Et elles deviennent adultes avec ces messages et ça les fout en l'air. Créé à la fin de l'année 2014, Nubian Nights Out est un collectif qui vise à mettre en relation ses membres. Il en compte plus de 600, tous désireux d'apprendre et de partager plus d'informations sur l'identité afro-caribéenne. Parmi ses membres, des artistes qui ont d'ailleurs montré leurs œuvres à l'exposition. On m'a demandé de prendre part à cette superbe exposition parce que le thème, c'est la célébration de la femme noire et je voulais montrer comment je la glorifie dans mes peintures et mes photos. Il y a véritablement un manque de respect dans les médias et même entre nous. Donc il faut qu'on commence à se respecter entre nous et les médias doivent nous respecter. C'est environ 200 personnes qui se sont baladées dans la galerie pendant la soirée. Beaucoup d'entre eux pensent que l'exposition contrebalance la représentation courante des femmes afro-caribéennes. Nous ne sommes pas l'image qu'ils montrent de la femme la plus belle alors que nous le sommes. Et nous sommes constamment rabaissés dans la presse, dans les médias. Nous ne sommes pas vus comme les belles femmes que nous sommes. Et malheureusement, les jeunes filles ne voient pas comme elles sont belles. Elles font des choses comme se dépigmenter la peau, enlever leur mélanine. C'est vraiment très triste. Donc cet événement, il dit « Sois bien dans ta peau ». J'aime l'idée de nous célébrer dans toutes nos formes, toutes nos teintes, et juste être nous, et célébrer notre beauté. Cette photo de danseuse étoile noire ici, je pense que c'est important pour les filles de pouvoir voir d'autres images de nous qu'on ne voit pas assez souvent dans les médias. L'exposition qui se tiendra jusqu'au 25 juillet semble donner la force d'élever la voix aux visiteurs. Elle diffuse aussi un message global d'acceptation de soi. C'est notre troisième grand titre de la soirée. Aux États-Unis, la police vient d'identifier l'auteur de la fusillade dans un cinéma de Louisiane. Le tireur qui s'est suicidé lors de l'arrivée de la police sur les lieux du drame se nommait John Russell Hauser. Il s'agissait d'un homme de type caucasien âgé de 59 ans. Monsieur Hauser, que vous voyez à l'écran, qui serait arrivé en Louisiane au début de ce mois de juillet en provenance d'Alabama, est décrit comme un marginal. Sans réel domicile fixe, il résidait dans un hôtel. Rappelons que l'attaque qui s'est déroulée en pleine séance de cinéma a fait 2 morts et 9 blessés, ainsi que le tireur qui s'est suicidé. Et le chef de la police de Lafayette donne plus de précisions sur les circonstances de ce drame perpétré par John Russell Hauser. Nous avons trouvé des perruques, des lunettes, des déguisements dans sa chambre. Il avait changé la plaque d'immatriculation de sa voiture. Elle était garée juste à côté de la sortie de secours du cinéma. Il est donc évident qu'il avait l'intention de tirer et de s'enfuir après. L'arrivée rapide des forces de police l'ont forcé à retourner dans le cinéma
où il s'est tiré une balle. Il semble que 30 coups de feu ont été tirés lorsqu'il était à l'intérieur du cinéma. Retour en Afrique à présent pour terminer ce journal avec un mot d'économie. C'est une première au Congo. Des téléphones portables ainsi que des smartphones seront totalement assemblés dans une usine de la capitale Brazzaville. Depuis le lancement de son entreprise, Véron Mankou, directeur général de VMK et jeune promoteur de la tablette congolaise, souffrait des obstacles dus à la fabrication de ses produits à l'étranger, notamment en Chine. Il a tenu parole en inaugurant finalement cette usine d'assemblage congolaise, grâce notamment au concours de l'expertise chinoise. Cela coûtera moins cher et l'usine servira non seulement à la production des téléphones et smartphones signés VMK, mais l'usine sera également ouverte à toute autre production. Créée en 2009, VMK a déjà mis sur le marché 3 produits de haute technologie, comme une tablette tactile, un smartphone et un téléphone portable de base vendus à des prix concurrentiels pour une cible disposant de faibles moyens et qui ne pourrait pas s'offrir des appareils importés de l'étranger. Et le ministre congolais des Postes et Télécommunications revient sur le parcours de Véron Mankou et salue l'évolution de ce progrès. Écoutez. C'est un jeune qui, vous savez, le talent, on ne l'enferme pas. Le talent, on peut chercher à l'encadrer, on peut parfois chercher à le brider. Mais finalement, il triomphe. Et ce jeune, comme d'autres d'ailleurs, montre qu'avec l'intelligence, qui est en réalité la seule richesse, on peut y arriver. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici les principaux titres qui ont été développés ce soir. Présidentielle au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est réélu dès le premier tour avec plus de 69% des voix pour un 3e mandat très controversé. 6 000 suppressions d'emplois, c'est l'annonce faite par le géant sud-africain du platine Lonmin en raison de la hausse du cours du minerai. Et enfin, l'auteur de la fusillade dans un cinéma de Lafayette aux États-Unis qui s'est suicidé après la tuerie vient d'être identifié. Il s'agissait d'un sans domicile fixe. Ainsi se termine cette édition que vous pouvez retrouver sur notre site internet à l'adresse www.voxafrica.com. Bon week-end à tous sur Vox Africa, votre chaîne panafricaine bilingue. À lundi.